Je m'appelle Amanda. J'ai 33 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise cette année, c'est que parfois, les personnes qui sont censées vous aimer le plus sont celles qui sont le plus disposées à faire du mal à votre enfant. Lily n'est pas la mienne biologiquement. C'est la fille de mon mari, issue d'une relation précédente. Sa mère est partie quand elle avait à peine 2 ans, et j'ai rencontré Derek quand elle en avait 3. Elle ne m'appelle pas maman pas parce que je ne veux pas qu'elle le fasse, elle n'a simplement pas encore décidé. Je ne la force pas. Tout ce que je sais, c'est que lorsqu'elle s'endort sur ma poitrine après un cauchemar ou qu'elle me demande de lui tresser les cheveux comme les filles de l'école maternelle, je me sens plus mère que tout ce que j'ai pu ressentir dans ma vie. Mais rien de tout cela n'importe à mes parents. La fête de l'Action de grâce était toujours un spectacle chez eux. Table parfaite, nourriture parfaite, le genre de vacances que l'on voit dans un vieux film où personne n'a de vrais problèmes. Nous étions tous invités, bien sûr, moi, Derek, Lily. Mais dès l'instant où nous avons franchi le seuil, je l'ai senti. Cette tension qu'il ne prenait même plus la peine de cacher. Mon père a ouvert la porte, a vu Lily tenant la main de Derek, et s'est à peine écarté. Il a fait un signe de tête, a esquissé un sourire rigide comme s'il ouvrait sa porte à un vendeur. À l'intérieur, ma mère en était déjà à la moitié d'une bouteille de vin, du rouge à lèvres sur le bord du verre, portant des perles comme si elle auditionnait pour un rôle qui n'existait pas. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies épousé un homme avec un enfant, a-t-elle dit, se versant encore du vin sans lever les yeux. Comme si c'était une plaisanterie. Comme si ce n'était pas quelque chose qu'elle avait déjà dit une douzaine de fois. J'ai gardé la bouche cousue. Je le faisais toujours. Je ne cessais de me dire que si je prouvais simplement que Lily était assez douce, assez intelligente, assez calme, il finirait par voir. Mais il ne voulait pas voir. Le dîner était tendu comme chaque année, mais Lily se tenait si bien, assise à côté de moi avec sa petite serviette en tissu pliée sur ses genoux, murmurant un merci quand Derek lui passait la purée de pommes de terre. Et puis, juste après que nous ayons commencé à manger, mon père l'a fait. Il a pris son vin, a regardé Derek droit dans les yeux, et a marmonné, ce n'est pas une vraie petite fille, juste assez fort pour que tout le monde entende. Lily l'a entendu. Elle n'a pas demandé ce que cela signifiait. Elle a juste arrêté de mâcher, a posé sa fourchette sur son assiette et est restée immobile. Personne n'a rien dit. Ni mon frère, ni sa femme, ni même ma mère. Ils ont tous continué à manger comme si c'était normal. Derek a attrapé son verre, a pris une longue gorgée. Puis il a tapoté le bord une fois et a parlé, avec un calme absolu. Au moins, maintenant nous savons tous qui est vraiment la plus petite personne à cette table. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. Il était chirurgical, comme si une ligne venait d'être tracée à travers la table, et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Nous sommes partis tôt. Pas d'excuses, pas de faux sourires. J'ai attaché Lily dans son siège auto. Elle a regardé par la fenêtre tout le long du trajet. Elle n'a pas dit un mot. Derek a attendu que nous soyons garés dans le garage. On arrête d'essayer. C'est tout ce qu'il a dit. Mais je savais ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas seulement les dîners. Cela signifiait l'argent, les services, le soutien discret que nous apportions à mes parents en coulisses. Ils ne le savaient pas encore, mais cette nuit-là, leur vie a commencé à changer, car bientôt mon père allait se retrouver à une caisse avec un chariot plein de provisions et aucun moyen de les payer. Après la fête de l'Action de grâce, les choses n'ont pas explosé, elles se sont dénouées. Mes parents n'ont rien remarqué tout de suite. Ils étaient trop habitués à ce que les choses tournent en leur faveur, trop habitués à ce que Derek gère les problèmes en secret. Nous n'avons jamais fait d'histoire pour l'aide que nous leur apportions, couvrir les frais de découvert, payer leurs factures d'électricité en retard, remplacer leur lave-vaisselle quand ils tombaient en panne. Derek le faisait toujours discrètement. Il ne le faisait pas pour eux, il le faisait pour que je n'ai pas à subir les crises de culpabilité de ma mère ou à entendre mon père se plaindre que le monde entier s'acharnait contre lui. Mais après ce qui s'était passé à la fête de l'Action de grâce, Derek a dit que c'était fini. Et je savais qu'il le pensait. La première chose qu'il a faite a été de supprimer la carte partagée qu'ils utilisaient pour les urgences. Cette carte avait tout payé, des nouveaux freins pour leur voiture aux frais de vétérinaire pour le chien de ma mère. Ce n'était jamais censé être permanent, mais cela durait depuis 2 ans. Ils ne nous ont jamais remboursés, ils n'ont même jamais proposé. Il a également arrêté les virements discrets sur leur compte courant. Je ne savais même pas qu'ils existaient. Il avait mis en place un virement automatique de quelques centaines de dollars chaque mois juste pour amortir leurs dépenses.
quand je l'ai appris, j'ai ressenti deux choses, de la reconnaissance et une profonde honte d'avoir laissé faire cela aussi longtemps. Je lui ai demandé si nous devions les prévenir, leur donner du temps. Il a dit qu'ils avaient eu plus que suffisamment de temps. Je n'ai pas dit le contraire. 3 semaines plus tard, cela a commencé. Ma mère m'a appelé de la pharmacie. Son ton était sec, comme celui de quelqu'un qui essaie de rester poli en public tout en bouillant intérieurement. Elle a dit que sa carte avait été refusée. Elle a demandé si Derek avait changé quelque chose. Puis elle a simplement supposé que c'était le cas et m'a demandé de lui dire de réparer ça. Je lui ai dit que la carte n'était plus active, que nous ne financions plus rien. Elle a marqué une pause. Puis elle a dit, « Je n'arrive pas à croire que tu laisses un homme s'immiscer entre toi et tes propres parents. » Et elle a raccroché. Le lendemain, j'ai reçu un courriel de mon père. Il écrivait par puce, comme s'il faisait une présentation, « Tu as choisi l'enfant de quelqu'un d'autre plutôt que ta propre famille. Tu laisses ton mari t'isoler. Nous t'avons soutenu toute ta vie, et c'est ainsi que tu nous remercies. Le sang est plus épais que l'eau. » Et puis, tout en bas, cette phrase, « Quand cet homme te quittera et il le fera ne reviens pas vers nous en courant. » Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai supprimé. Derek n'a rien dit jusqu'à ce que je lui parle du courriel. Puis il m'a regardé et a dit quelque chose qui m'est resté, « Ils ne sont pas en colère parce qu'on a arrêté d'aider. Ils sont en colère parce qu'ils pensaient qu'on ne le ferait jamais. » Et puis les choses ont empiré pour eux. Un soir, mon frère a appelé tout à fait à l'improviste. Nous nous parlons rarement, sauf pour les anniversaires ou les fêtes, mais il semblait tendu. Il a dit que maman et papa étaient dépassés. Ils avaient 3 mois de retard sur leur 2e hypothèque. Ils ont essayé de refinancer, mais avec leur code de crédit, aucune banque ne voulait les toucher. Ils lui demandaient de l'argent. Il leur a dit non. Il leur a dit qu'ils devaient arrêter de vivre comme s'ils avaient un plan de secours. J'ai demandé s'il allait bien. Il a simplement dit, « Je vais bien. Je ne suis pas assez stupide pour continuer à m'immoler par le feu pour qu'il puisse rester au chaud. » Cette même semaine, ma mère a envoyé un message. Pas un appel, pas même un courriel, un message via Facebook, juste quelques phrases. Elle disait qu'ils étaient en difficulté, qu'ils ne demandaient pas grand-chose, que je devrais réfléchir à ce que signifie vraiment la famille. Derek n'a pas dit un mot quand je le lui ai montré. Il a juste secoué la tête et s'est remis à remuer le chocolat chaud de Lily. Plus tard dans la nuit, il m'a dit quelque chose que je ne savais pas. Pendant près d'1 an, il avait couvert discrètement les paiements de leur 2e hypothèque sans me le dire. « Je voulais juste t'acheter la paix, » a-t-il dit. Mais je n'achète plus le silence. Et juste comme ça, c'était fini. Pas d'explosion dramatique, pas de cris ou de portes claquées, mais par de petits choix finaux et silencieux. Nous avons arrêté de répondre à leurs appels. Nous avons arrêté de prendre de leurs nouvelles. Nous avons commencé à vivre notre vie comme s'ils n'en faisaient plus partie. Et même si je me sentais coupable, je ressentais aussi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la liberté. J'enviais à dépouiller mes parents de ce qu'il leur restait de fierté. Les fêtes étaient finies. Les factures de carte de crédit sont arrivées. Et soudain, le silence de leur part ne semblait plus paisible. Ils semblaient calculés, comme s'ils attendaient quelque chose ou quelqu'un qui ne venait jamais. Le premier signe que tout s'effondrait est venu de mon frère. Il m'a envoyé un message tard un soir. Pas de salutation, pas de banalité, juste un avertissement. Il a dit, « Maman et papa essaient d'emprunter de l'argent à quelqu'un en qui j'ai à peine confiance. Un type qui aide les gens quand les banques disent non. Intérêts élevés, aucune patience, le genre de prêt dont on ne se remet pas. Il m'a dit qu'il n'appelait pas pour me demander de les aider, il ne voulait simplement pas que je sois prise au dépourvu si les choses tournaient mal. » J'étais assise sur le canapé à fixer mon téléphone pendant que Lily construisait une tour de blocs sur le tapis. Elle l'a renversée et a ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais vue. Derek était dans la cuisine en train de préparer le dîner, fredonnant à voix basse comme si tout était normal. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point nos vies étaient devenues séparées des leurs. 2 mondes différents, 2 réalités différentes. Quelques jours plus tard, ma mère a appelé. Je n'ai pas reconnu le numéro au début. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Elle ne ressemblait pas à elle-même. Pas de mordant, pas de sarcasme, pas de leçon prête à l'emploi, juste de la fatigue. Elle a dit qu'ils avaient été soumis à beaucoup de stress, que les choses ne fonctionnaient pas comme ils l'avaient prévu.
Elle a dit que je lui manquais, que nos discussions lui manquaient, que la façon dont les fêtes étaient autrefois lui manquait. Elle n'a jamais mentionné Lily, pas une seule fois. Elle a dit qu'elle n'appelait pas pour demander quoi que ce soit, elle voulait juste parler. Je lui ai dit que je devais y aller, que Lily avait besoin de moi, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Cette nuit-là, Derek n'a pas demandé ce qu'elle avait dit. Il m'a juste regardé et a dit, il teste la porte. Une semaine plus tard, mon père a appelé. Puis encore et encore. Comme je ne répondais pas, il a laissé un message vocal. Il a dit qu'ils étaient en retard sur l'hypothèque. Que la banque n'était pas flexible. Qu'il avait tout essayé. Il a dit qu'il ne demandait pas d'argent, mais que peut-être Derek pourrait les aider à obtenir un prêt co-signé quelque chose juste temporairement jusqu'à ce qu'ils se stabilisent. Il a dit que la famille est de la famille. J'ai écouté le message une fois, puis une autre, puis je l'ai supprimé, car tout ce que je pouvais entendre sous ces mots était de la panique. La même panique dont il se moquait chez les autres. Le même genre de panique qu'il me disait que je mériterais si jamais je faisais les mauvais choix. Puis ils se sont présentés. Je suis rentré après avoir récupéré Lily à l'école maternelle et j'ai trouvé une enveloppe coincée dans notre porte. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, juste l'écriture de ma mère. La lettre était longue. Chaque phrase semblait répétée. Elle disait qu'ils étaient désolés pour tout malentendu. Elle disait que des choses avaient été dites sous le coup de l'émotion. Elle disait qu'ils voulaient reconstruire le pont. Elle disait que la famille était tout. Puis, à la moitié de la page, elle a mentionné Lily. Elle a écrit qu'ils étaient prêts à essayer, qu'ils étaient prêts à l'accepter, qu'ils voulaient passer du temps ensemble à nouveau, qu'ils ne voulaient pas perdre leur petite fille. Je suis resté assise à la table de la cuisine pendant un long moment en tenant cette lettre, lisant les mêmes lignes encore et encore, car ces mots étaient exactement ce que je voulais entendre depuis des années. Mais le moment était mal choisi. Derek a lu la lettre une fois et me l'a rendue. Il ne change pas, a-t-il dit. Il négocie. Je voulais argumenter. Je voulais croire que mes parents voyaient enfin ce qu'ils avaient ignoré pendant tout ce temps. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. Ils ne cherchaient pas à atteindre Lily, ils cherchaient à atteindre la bouée de sauvetage qu'ils pensaient qu'elle représentait. Et maintenant qu'ils étaient à court d'options, ils avaient enfin assez peur pour faire semblant. 3 jours après la lettre, mon père s'est présenté au travail de Derek. Je ne l'ai appris que le soir même. Derek est rentré, a posé son sac près de la porte comme il le faisait toujours, et est allé directement au frigo. Il s'est versé un verre d'eau et a dit nonchalamment, « Ton père est passé aujourd'hui. » Je me suis figé. Derek travaillait dans une petite agence de design commercial. Son bureau n'était pas ouvert au public. Il fallait sonner pour entrer, ce qui signifiait que mon père l'avait demandé par son nom, avait été laissé entrer et avait attendu. Il a dit qu'il voulait juste parler, a continué Derek. Il m'a dit qu'il s'inquiétait pour toi. Il a dit que tu ne te comportais pas comme d'habitude ces derniers temps. Je l'ai fixé. Quoi? Il a dit que tu étais isolé, que tu avais changé depuis que nous nous sommes mariés. Puis il a demandé si je pensais qu'une thérapie pourrait t'aider à renouer avec ta famille. J'ai senti quelque chose de glacial m'envahir la poitrine. Il a essayé de faire croire que j'étais instable. Derek a fait un signe de tête. Je tremblais pas de colère, mais d'incrédulité. J'avais passé des années à les défendre, à excuser leur froideur, à me convaincre qu'ils ne savaient tout simplement pas comment montrer de l'amour. Et maintenant, ils essayaient de semer le doute à mon sujet chez la seule personne qui ne m'avait jamais remise en question. Mais ce n'était pas le pire. Derek m'a tendu son téléphone et a ouvert son courriel. Il y avait un nouveau message d'un contact sans nom, juste une adresse que je ne reconnaissais pas. Un PDF était joint. Je l'ai ouvert, des relevés bancaires. Mes parents avaient envoyé à Derek le détail de leurs finances, leurs dettes, leurs avis de retard, leurs comptes gelés, et même leur avis de saisie hypothécaire. Et tout en bas, une note, nous ne demandons pas l'aumône, juste de l'aide. S'il te plaît, ne la laisse pas prendre une décision qui blesse tout le monde. Je ne pouvais plus respirer. Ils sont passés dans mon dos. Ils ont essayé de faire pression sur mon mari. Ils ont essayé de me faire passer pour instable. Et puis ils ont eu le culot de se poser en victime. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis même pas mis en colère. Je me suis juste levé,
Je suis allé au placard du couloir et j'ai sorti le bac de rangement où je gardais tout ce qui concernait les premiers jours de Lily, la couverture de bébé dans laquelle elle est revenue de la maternité, la photo de nous trois aux eaux quand elle m'a appelé Amanda pour la première fois, ces vieux dessins de maternelle. Je me suis assise par terre avec ces objets et je me suis rappelé ce qu'était réellement une famille. Le lendemain, je leur ai écrit un courriel. Je leur ai dit que nous n'apporterions aucune aide financière, qu'ils n'étaient plus autorisés à contacter des REC, et que toute manipulation supplémentaire entraînerait une mise en demeure formelle. J'ai terminé par une phrase, « Vous avez fait votre choix à table ». Ils n'ont pas répondu. Mais une semaine plus tard, ma mère a envoyé une photo par SMS. C'était elle et mon père devant une église. Elle disait qu'ils avaient commencé une thérapie de couple, qu'ils essayaient, qu'ils voulaient devenir de meilleures personnes. Le message était court, nous faisons le travail. Nous espérions qu'un jour nous pourrions redevenir une famille. Je n'ai pas répondu parce que je ne pouvais pas dire si c'était réel ou juste une nouvelle tactique, un nouveau type de levier. Et je savais que si je répondais trop tôt, je ne saurais jamais la différence. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder la photo. Mes parents devant une petite église en briques, se tenant la main comme des personnages dans le scénario de rédemption de quelqu'un d'autre. La légende, nous avons commencé une thérapie. Nous essayons. S'il vous plaît, ne nous abandonnez pas semblait avoir été écrite avec soin pour faire de l'effet, comme s'il savait exactement quoi dire pour m'ébranler. Et cela m'a ébranlé. Je n'ai pas répondu, mais j'y revenais sans cesse, tard le soir, dans la file d'attente à l'épicerie, assise dans ma voiture avant d'aller chercher Lily à la maternelle. Je fixais leur visage comme si j'essayais de décoder quelque chose. Le pensaient-ils vraiment? Était-ce leur tentative de changement, ou était-ce juste un pivot calculé maintenant que l'argent n'était plus là? Derek l'a remarqué. Il a attendu quelques jours, puis a fini par dire, « Tu n'es plus la même depuis qu'ils ont envoyé cette photo. » Je ne l'ai pas nié. Je lui ai dit la vérité que je ne savais pas quoi ressentir. Que c'était peut-être réel, peut-être pas. Je n'arrêtais pas de penser à ce que je ressentirais dans 10 ans si Lily me demandait pourquoi elle ne connaissait pas ses grands-parents et que je n'avais pas de bonne réponse. Il n'a pas élevé la voix, ne s'est pas mis en colère. Il s'est juste assis à côté de moi et a demandé, « Penses-tu qu'ils ont mérité une autre chance ?» Je n'ai pas répondu parce que honnêtement, je n'en savais rien. 2 jours plus tard, mes parents ont envoyé un autre message. Cette fois, il était long, trop long pour des paragraphes complets, soignés et propres, comme s'il l'avait répété devant un miroir ou copié directement d'un article en ligne intitulé « Comment s'excuser auprès de son enfant dont on est séparé ». Ils ont écrit sur les erreurs qu'ils ont commises, sur la façon dont la thérapie les forçait à affronter la façon dont ils traitaient les gens. Ils ont dit qu'ils prenaient de vraies mesures, vendre la deuxième voiture, parler à un conseiller en dette, couper les cartes de crédit. Ma mère a même mentionné prendre un emploi à temps partiel. Ils ont parlé de Lily. Ils ont dit avoir réalisé qu'elle était une enfant, qu'elle ne méritait pas d'être traitée comme un problème. Qu'ils voulaient repartir de zéro. Pas pour l'argent, pas pour les apparences, mais pour reconstruire réellement. Puis est venue la phrase qui m'a frappé le plus fort, « Nous savons maintenant que nous la voyons comme un symbole de tes choix, et non comme une personne. C'est notre faute, pas la sienne. » J'ai lu cette phrase encore et encore. C'était la première fois qu'ils reconnaissaient la racine de tout cela. Pour la première fois, ils n'ont pas appelé Lily la fille de ton mari. Ils l'ont appelée par son nom. Et j'ai craqué. J'ai dit à Derek que je pensais les laisser la rencontrer une fois. Sous surveillance, peut-être dans un parc. Une courte visite, sans pression, juste pour voir. Il a écouté calmement et puis il a demandé, « Leur fais-tu confiance ?» J'ai dit, « Je ne sais pas. » Puis il m'a regardé fixement et a dit quelque chose qui m'a glacé. « Amanda, ils n'ont pas seulement dit des choses terribles. Ils ont essayé de t'effacer, de saper ta place dans cette maison. Ils sont passés dans ton dos et sont venus me voir comme si tu n'étais pas stable. Ils ne t'ont pas seulement blessé. Ils ont essayé de te détruire. Tu peux pardonner cela si tu veux. Mais Lily ne va pas en payer le prix. » J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine. Pas contre lui, contre moi-même. Parce qu'au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Je m'étais tellement concentré sur le fait de savoir si mes parents essayaient de changer que je n'avais pas demandé s'ils méritaient d'avoir accès à elle. Elle n'était pas une récompense pour leurs efforts. C'était une personne. Une enfant. Mon enfant. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment.
Puis je lui ai dit quelque chose que je n'avais pas dit à voix haute. Je veux croire qu'il change. Vraiment. Mais je n'arrive pas à savoir si c'est de la culpabilité ou juste la peur d'avoir perdu le contrôle. Il a acquiescé. Et puis il a dit quelque chose de simple. Alors attends. Ne réponds pas. Ne promets rien. Attends, tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait. Une semaine a passé. Puis une autre. Pas de nouveaux messages, pas d'apparition surprise, rien. Jusqu'au jour où, en rentrant après avoir récupéré Lily, j'ai trouvé une autre enveloppe dans la boîte aux lettres. Pas de timbre, pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait la photo d'un petit appartement. Des cartons encore non déballés, des meubles d'occasion poussés contre le mur. La note jointe était manuscrite, nous avons vendu la maison. Nous déménageons. Aucune attente. Nous voulions juste que tu saches que nous repartons vraiment à zéro. Je suis resté dans la cuisine en tenant cette note, le poids des années pesant sur moi. Non pas parce que j'étais prête à leur pardonner, mais parce que pour la première fois, ils n'avaient rien demandé. J'ai laissé la photo et la note sur le comptoir pendant 2 jours avant même d'en dire un mot. Elles sont restées là, entre les dessins à moitié coloriés de Lily et la liste de courses que je n'avais pas terminée. Je passais devant, je les regardais, et je continuais mon chemin. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je m'en souciais trop. Ils ont dit qu'ils repartaient à zéro. Aucune attente, juste me prévenir. Et c'est ce qui a rendu la chose différente cette fois. Pour une fois, il n'y avait pas de culpabilité dans le message. Pas de plaidoyer, pas de pression. C'était le moment le plus calme qu'ils aient jamais eu. Mais même alors, je ne pouvais m'empêcher de rejouer tout ce qu'ils avaient fait, le dîner de la fête de l'Action de grâce, les commentaires sur Lily, la visite au travail de Derek, les dossiers financiers soigneusement orchestrés, la tentative de retourner mon propre mari contre moi. Tout cela ne s'efface pas simplement parce que quelqu'un emménage dans un endroit plus petit et commence une thérapie. Mais la part de moi qui était encore leur fille, la part que j'ai essayé de faire taire, continuer de murmurer, c'est peut-être ça. C'est peut-être le moment où ils comprennent enfin. Derek n'a pas mentionné la note. Il n'en avait pas besoin. Il savait que j'y pensais, la façon dont je vérifiais mon téléphone sans le vouloir, la façon dont je regardais par la fenêtre pendant que Lily courait dans le jardin avec une baguette à bulles. Un soir, il m'a trouvé en train de plier le linge en silence, la lettre toujours posée sur la table de la salle à manger. Il a dit, tu attends un signe, mais il est déjà venu. Ils ont lâché prise. J'ai demandé, mais s'ils étaient vraiment différents maintenant? Il a dit, alors ils continueront d'être différents avec ou sans notre regard. Je pense que c'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est apaisé. Pas d'un coup, pas complètement, mais suffisamment. Le lendemain matin, je me suis assise et je leur ai écrit un courriel. Je leur ai dit que j'avais reçu la photo, que j'espérais que ce déménagement leur donnerait le nouveau départ dont ils avaient besoin, que je respectais le travail qu'ils faisaient, et je pensais chaque mot. Mais ensuite j'ai écrit, pour l'instant, nous ne sommes pas prêts à vous inclure dans la vie de Lily. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Vous n'avez pas besoin de notre présence pour prouver votre évolution. Si c'est réel, vous continuerez le travail quoi qu'il arrive. Je ne me suis pas excusé. Je n'ai pas adouci le message avec de l'espoir ou des sous-entendus. J'ai simplement cliqué sur envoyer. Pas de réponse. Pas ce jour-là, ni le suivant, pas depuis, et cela fait 4 mois. Pas de messages vocaux, pas de lettres surprises, pas de photos, pas de nouvelles. Au début, cela semblait anormal, comme si un membre s'était engourdi. Pendant si longtemps, ils étaient toujours là, même si ce n'était que comme source de conflit, de bruit ou de culpabilité. Mais lentement, le silence a commencé à ressembler à la liberté. Lily ne pose jamais de questions sur eux. Elle ne se souvient pas du dîner de la fête de l'Action de grâce. Elle ne se souvient pas du regard sur mon visage ni de la façon dont Derek a contracté la mâchoire. Elle se souvient avoir fabriqué des flocons de neige en papier avec lui le lendemain matin. Elle se souvient de l'ours que nous avons ramené du zoo en décembre. Elle se souvient des crêpes que nous faisons tous les dimanches matins et de la façon dont Derek en fait toujours une en forme de cœur juste pour elle. Elle se souvient de ce qui compte. Je pense toujours à mes parents. Pas tous les jours, mais parfois. Je me demande s'ils vont toujours en thérapie. Je me demande s'ils parlent de nous. Je me demande s'ils sont des personnes différentes maintenant, assis dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, apprenant à être corrects trop tard dans le jeu.
Mais je ne me sens plus responsable d'eux. Et je ne me sens pas comme une mauvaise fille pour avoir choisi ma famille, celle que j'ai construite, pas celle dans laquelle je suis né. Parfois, la guérison ne ressemble pas à une réconciliation. Parfois, cela consiste à choisir de ne pas transmettre à votre enfant le même poids que vous avez passé votre vie à porter. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je continuerai de faire. La mise à jour 6 mois ont passé. Calme, pour la plupart. Paisible, même. Lily a commencé la maternelle, et chaque matin est devenu un tourbillon de céréales, de chaussures, de sacs à dos oubliés et de câlins rapides. Derek a été promu, a commencé à rentrer plus tard, mais semblait d'une certaine manière plus léger, comme si couper les ponts avec mes parents avait levé une pression qu'ils n'avaient jamais admise. Et moi? Je dormais mieux. Je ne sursautais pas quand le téléphone sonnait. Je ne ressentais pas le besoin de vérifier mes courriels comme si j'attendais une mauvaise nouvelle. Le silence de mes parents s'était transformé en quelque chose de proche de la paix. Puis, un après-midi au début du printemps, mon téléphone a vibré. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Message vocal. Je l'ai ignoré. Quelques heures plus tard, un autre appel. Même numéro. Puis un SMS, « Salut Amanda, c'est Suzanne du groupe de l'église de ta maman. Elle a dit que tu serais peut-être prête à nous rencontrer bientôt. Aucune pression. J'ai juste pensé à te contacter. » J'ai fixé le message, le relisant 3 fois. Groupe de l'église. Je ne savais même pas que ma mère allait à l'église, et encore moins qu'elle s'y faisait des amis, mais quelque chose me semblait louche. Trop décontracté, trop amical. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, j'ai reçu un autre message. Cette fois d'un numéro différent, « Bonjour, Amanda. Je suis le coordinateur des jeunes à Grace Chapel. Ta mère a mentionné que tu aimerais peut-être impliquer Lily dans des activités pour enfants le week-end. Je voulais juste te dire que nous serions ravis de vous accueillir. » J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine. Je n'avais mentionné Lily à personne. Je n'avais répondu à aucun message. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ma mère utilisait des inconnus pour essayer de se réintroduire petit à petit dans nos vies. Ce soir-là, j'ai tout dit à Derek. Il n'a pas dit grand-chose. Il n'en avait pas besoin. Le lendemain matin, j'ai appelé l'église. J'ai été poli mais ferme. J'ai dit que j'appréciais la démarche mais que nous n'étions intéressés par aucune implication, et j'ai demandé directement si ma mère leur avait donné mon numéro. Il y a eu un silence. Puis la coordinatrice s'est excusée. C'était le cas. Elle a dit, « Votre mère a dit que vous étiez ouverte à l'idée de renouer et que vous aviez juste besoin d'un petit encouragement. » J'ai raccroché et je suis resté assise dans la voiture devant l'école de Lily, les mains agrippées au volant comme si c'était la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer. Elle n'avait pas changé. Pas vraiment. Elle passait toujours par-dessus moi, supposant toujours qu'elle savait ce qui était le mieux, poussant toujours doucement sournoisement comme si, parce qu'elle enveloppait la manipulation de sourires et de personnes bien intentionnées, je ne la reconnaîtrais pas pour ce qu'elle était. Derek était furieux quand je lui ai dit. Il voulait l'appeler, l'affronter. J'ai dit, non, pas encore. J'ai écrit un dernier courriel. Je lui ai dit que je savais ce qu'elle avait fait, que le fait d'impliquer d'autres personnes surtout dans un espace religieux que nous n'avions jamais partagé était une violation. Que cela me montrait exactement à quel point ses progrès étaient superficiels. Et je lui ai dit ceci, j'ai demandé de l'espace. Tu as répondu en essayant de contrôler l'histoire sous un autre angle. Ce n'est pas de l'évolution. C'est de la stratégie. C'est fini. Plus de contact. Ni par l'intermédiaire de gens, ni par l'intermédiaire de lieux. Plus du tout. Elle n'a pas répondu. Mais cette fois, j'ai bloqué son numéro. Et Derek a bloqué le sien aussi. C'était la dernière fois que j'entendais son nom dans cette maison. J'avais l'habitude de penser que le pardon signifiait laisser les gens essayer à nouveau. Maintenant, je sais que parfois, le pardon signifie simplement s'en aller et ne pas regarder en arrière quand ils appellent.